Un petit garçon de 9 ans qui jouait innocemment avec son chien fidèle dans un parc tranquille d'Annecy. En quelques heures, sa vie bascule dans l'inconnu, laissant derrière lui une famille déchirée et une communauté en quête de réponse. Pendant 24 longues années, le mystère d'Antoine Mercier demeure entier, jusqu'à ce qu'une découverte bouleversante dans un vieil hôpital révèle une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Ce qui a été retrouvé ce jour-là a non seulement résolu l'énigme de sa disparition, mais a aussi montré comment un seul moment peut changer le cours de plusieurs vies à jamais. Avant de poursuivre l'histoire d'Antoine, si vous appréciez les mystères troublants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous publions de nouveaux cas chaque semaine qui vous tiendront en haleine. Maintenant, retournons à Annecy en 1994 pour découvrir comment tout a commencé. L'automne 1994 à Annecy était particulièrement doux pour la saison. Cette ville pittoresque de Haute-Savoie, surnommée la Perle des Alpes, comptait alors près de 50 000 habitants qui profitaient encore des derniers rayons de soleil avant l'arrivée de l'hiver alpin. Nichée entre le lac cristallin et les montagnes majestueuses, Annecy respirait cette tranquillité provinciale qui faisait le bonheur des familles avec enfants. La famille Mercier vivait dans un petit pavillon de la rue des Jardins, un quartier résidentiel calme, situé à quelques minutes à pied du centre-ville historique. Claude Mercier, 42 ans, travaillait comme mécanicien dans un garage de la ville, tandis que son épouse Sylvie, 38 ans, s'occupait de leurs 2 enfants tout en travaillant à temps partiel comme secrétaire dans un cabinet médical. Antoine Mercier était leur fils aîné, un garçon de 9 ans aux cheveux châtains bouclés et aux yeux bruns pétillants de curiosité. Contrairement à beaucoup d'enfants de son âge, Antoine était plutôt timide et réservé, préférant la compagnie de son chien Rémi aux jeux bruyants de la cour de récréation. Il excellait en dessin et passait des heures à croquer les paysages alpins depuis la fenêtre de sa chambre au premier étage. Rémi était un bâtard de taille moyenne, mélange de berger et de labrador, au pelage noir et blanc. Antoine l'avait trouvé chiot, abandonné près des poubelles du marché 2 ans plus tôt. Malgré les réticences initiales de ses parents, le garçon avait supplié avec tant de conviction qu'ils avaient fini par céder. Depuis, l'enfant et l'animal étaient inséparables. Rémi accompagnait Antoine à l'école le matin et l'attendait patiemment à la grille pour le retour en fin de journée. La petite sœur d'Antoine, Émilie, n'avait que 6 mois et demandait beaucoup d'attention à sa mère. Cette situation avait rendu Antoine encore plus proche de Rémi, qui était devenu son confident et son compagnon de jeu privilégié. Les deux passaient leurs après-midi à explorer les environs du quartier, toujours dans un périmètre restreint que les parents avaient autorisé. Le parc Charles-Bosson, situé à 5 minutes de marche de chez eux, était leur terrain de jeu favori. Ce parc municipal, aménagé au bord du lac d'Annecy dans les années 1960, offrait de vastes pelouses, des aires de jeu pour enfants et de nombreux sentiers ombragés bordés de platanes centenaires. L'endroit était réputé sûr et familial, fréquenté par les habitants du quartier pour leurs promenades quotidiennes et leurs pique-niques dominicaux. L'école primaire Notre-Dame de Liesse, où Antoine était scolarisé en classe de CM1, se trouvait également dans ce secteur tranquille d'Annecy. L'établissement, tenu par des religieuses, accueillait une centaine d'élèves, issus principalement de familles de la classe moyenne locale. Antoine y était décrit par ses instituteurs comme un élève discret mais appliqué, qui ne posait jamais de problèmes disciplinaires. Madame Fournier, son institutrice cette année-là, se souvenait de lui comme d'un enfant sensible qui avait parfois du mal à s'intégrer au groupe, mais qui compensait par une imagination débordante et un talent certain pour le dessin. Elle avait d'ailleurs proposé aux parents d'Antoine de l'inscrire à un cours d'art plastique le mercredi après-midi, suggestion que la famille envisageait sérieusement. Le voisinage des Mercier était typique de ces quartiers résidentiels français des années 1990. Des familles qui se connaissaient depuis des années, des enfants qui grandissaient ensemble, des habitudes bien établies et un sentiment général de sécurité. Monsieur Bertrand, le voisin de droite, était gendarme à la retraite et connaissait Antoine depuis sa naissance. Madame Loiseau,
la voisine de gauche, gardait parfois le garçon quand ses parents avaient des rendez-vous médicaux pour le bébé. Cette atmosphère de petite communauté soudée était renforcée par les traditions locales qui rythmaient la vie anécoise. En octobre 1994, la ville se préparait pour la fête de la Châtaigne, un événement populaire qui attirait chaque année des milliers de visiteurs. Les rues du centre historique s'animaient déjà des préparatifs, et Antoine avait demandé à ses parents s'il pourrait y aller avec Rémi le week-end suivant. Le garçon menait donc une vie simple et heureuse, partagée entre l'école, les moments avec Rémi et les soirées en famille devant la télévision. Il aidait parfois son père au garage le samedi matin, tenant les outils et observant avec fascination les mécanismes complexes des automobiles. Ces moments privilégiés renforçaient encore les liens dans cette famille unie où chacun trouvait sa place naturellement. Mais ce mercredi 12 octobre 1994 allait tout changer. Rien dans cette journée apparemment ordinaire ne laissait présager le drame qui se préparait et qui allait bouleverser à jamais la tranquillité de cette famille et de toute la communauté anécoise. Le mercredi 12 octobre 1994 avait commencé comme tous les autres pour Antoine Mercier. Le réveil avait sonné à 7 heures précises, et le garçon s'était levé sans rechigner, pressé de retrouver Rémi, qui dormait dans le garage attenant à la maison. Comme chaque matin, l'enfant avait préparé la gamelle de son compagnon avant même de prendre son propre petit déjeuner. La météo était particulièrement clémente pour un mois d'octobre. Le thermomètre affichait 16 degrés, et le soleil perçait à travers quelques nuages épars, promettant une belle journée d'automne. Sylvie Mercier avait habillé son fils d'un pull rouge en laine, d'un jean et de ses baskets préférées, des Adidas que son père lui avait offertes pour la rentrée scolaire. Le trajet vers l'école s'était déroulé normalement. Antoine et Rémi avaient emprunté leur itinéraire habituel. Descendre la rue des Jardins, traverser la place du marché, puis longer l'avenue du Parmelan jusqu'à l'école Notre-Dame de Liesse. Rémi avait attendu qu'Antoine franchisse le portail, puis était retourné sagement à la maison, selon la routine bien établie. La matinée d'école s'était écoulée sans incident particulier. Madame Fournier avait fait réviser les tables de multiplication, puis avait organisé une séance de lecture collective d'un conte de Perrault. Antoine avait participé discrètement aux exercices, comme à son habitude, sans se faire remarquer ni poser de questions. À la pause de 10 heures, il avait joué aux billes avec Julien Blanc et Thomas Perrin, deux camarades de classe avec lesquels il entretenait une amitié timide mais sincère. Les trois garçons avaient discuté de leurs projets pour le week-end, Antoine mentionnant son envie d'aller à la fête de la Châtaigne avec ses parents et Rémi. Le déjeuner à la cantine s'était passé dans la routine habituelle. Antoine avait mangé son repas, hachis parmentier et yaourt aux fruits, assis à sa place habituelle, près de la fenêtre qui donnait sur la cour de récréation. Il avait terminé consciencieusement son assiette, selon l'éducation stricte que lui avaient donnée ses parents. L'après-midi avait été consacré à un cours d'histoire sur le Moyen-Âge. Antoine adorait cette matière et avait écouté avec attention Madame Fournier raconter la vie dans les châteaux forts. Il avait même levé la main pour poser une question sur les chevaliers, chose rare chez cet enfant habituellement réservé. À 16h30, la cloche avait sonné la fin des cours. Antoine avait rangé soigneusement ses affaires dans son cartable en cuir marron, un cadeau de sa grand-mère maternelle pour son entrée en CM1. Il avait salué ses camarades et s'était dirigé vers la sortie où Rémi l'attendait fidèlement depuis quelques minutes, la queue frétillante de joie. Le trajet de retour avait également suivi le parcours habituel, mais cette fois, au lieu de rentrer directement à la maison, Antoine avait décidé de faire un détour par le parc Charles-Bosson. Cette initiative n'était pas inhabituelle. Ses parents lui avaient donné l'autorisation de s'y rendre après l'école, à condition de rentrer avant 17h30 pour le goûter. Madame Dubois, une retraitée qui promenait quotidiennement son caniche dans le parc, avait aperçu Antoine et Rémi vers 16h45. Elle se souvenait parfaitement de la scène. Le garçon lançait un bâton à son chien près de l'aire de jeu. Les deux complices semblaient parfaitement heureux et insouciants. Elle avait même échangé quelques mots avec Antoine, qui lui avait poliment dit bonjour et avait caressé son caniche.
C'était le dernier témoignage fiable de la présence d'Antoine dans le parc. Madame Dubois était repartie vers 17 heures, laissant l'enfant et son chien continuer leur jeu près des balançoires. Le parc était quasiment désert à cette heure-là, la plupart des familles étant rentrées chez elles pour préparer le dîner. Vers 17h45, Sylvie Mercier commença à s'inquiéter de ne pas voir son fils rentrer. Émilie, le bébé, pleurait depuis 1 heure et demandait toute son attention, mais l'absence prolongée d'Antoine la préoccupait. Elle regarda par la fenêtre de la cuisine, espérant apercevoir la silhouette familière de son fils et de Rémi remontant la rue des Jardins. Soudain, vers 18 heures, elle entendit gratter à la porte d'entrée. Pensant qu'Antoine avait oublié ses clés, elle ouvrit rapidement la porte, mais ne trouva que Rémi, seul, haletant et visiblement agité. Le chien était couvert de boue. Sa laisse avait disparu et il présentait une petite blessure superficielle au niveau de l'oreille droite. Le comportement de Rémi était inhabituel. Habituellement calme et obéissant, l'animal semblait paniqué. Il aboyait faiblement, tournait en rond dans l'entrée, puis repartait vers la porte en gémissant, comme s'il voulait entraîner Sylvie quelque part. La jeune mère comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. Elle appela immédiatement le garage où travaillait son mari. Claude Mercier quitta son travail précipitamment et arriva à la maison en moins de 10 minutes. Ensemble, ils examinèrent Rémi plus attentivement. Le chien ne présentait pas de blessures graves, mais sa nervosité persistante et l'absence d'Antoine confirmaient leurs pires craintes. Le couple décida de se rendre immédiatement au parc Charles-Bosson pour chercher leur fils. Ils emmenèrent Rémi avec eux, espérant que l'animal les guiderait vers l'endroit où Antoine se trouvait peut-être. Mais malgré les appels répétés et les recherches dans tous les recoins du parc, ils ne trouvèrent aucune trace de l'enfant. À 19h30, après 1 heure de recherche infructueuse, Claude Mercier prit la décision d'alerter la gendarmerie. Il se rendit au poste principal d'Annecy, situé avenue de Genève, et signala la disparition de son fils aux forces de l'ordre. Le brigadier de service, sensible à l'urgence de la situation impliquant un enfant mineur, déclencha immédiatement les premières mesures de recherche. Cette soirée du 12 octobre 1994 marquait le début d'un mystère qui allait hanter la famille Mercier et toute la communauté anécoise pendant plus de 2 décennies. Antoine Mercier, 9 ans, venait de disparaître sans laisser d'autres traces que son chien blessé et désorienté dans une ville réputée pour sa tranquillité et sa sécurité. Les premières 48 heures qui suivirent la disparition d'Antoine furent un tourbillon d'activités fébriles et d'angoisse croissante. La gendarmerie d'Annecy, dirigée par le commandant Philippe Garnier, mit immédiatement en place un dispositif de recherche d'ampleur exceptionnelle pour une ville de cette taille. Dès le jeudi 13 octobre au matin, plus de 50 gendarmes, pompiers et volontaires ratissaient méthodiquement tous les secteurs de la ville. Les équipes cynophiles furent déployées dans le parc Charles-Bosson et ses environs, suivant les traces encore fraîches que Rémi pourrait avoir laissées. Les plongeurs de la sécurité civile sondèrent le lac d'Annecy, craignant qu'Antoine ait pu tomber à l'eau et se noyer. L'enquête révéla rapidement que le garçon n'avait aucune raison de fuir volontairement. Son comportement à l'école et à la maison était normal, ses relations familiales harmonieuses, et rien n'indiquait qu'il traversait une période difficile. Cette constatation orienta naturellement les soupçons vers un enlèvement ou un accident grave. Le commandant Garnier interrogea systématiquement tous les habitants du quartier. Les témoignages confirmaient qu'Antoine était un enfant sans histoire, apprécié de ses voisins et de ses instituteurs. Personne n'avait remarqué de comportement suspect ni d'individus inconnus rôdant dans le secteur les jours précédant la disparition. L'enquête s'intéressa particulièrement à quelques pistes qui semblaient prometteuses au début. Un automobiliste affirma avoir vu un enfant correspondant au signalement d'Antoine, monté dans une voiture bleue vers 17h15. Mais ce témoignage ne put jamais être confirmé par d'autres sources. Un autre témoin signala avoir entendu des cris vers 17h30 près du parc. Mais là encore,
Aucun élément tangible ne vint étayer cette déclaration. Le vétérinaire qui examina Rémi confirma que la blessure à l'oreille était superficielle et récente, probablement causée par un objet contondant ou une branche. L'animal ne présentait aucun signe d'empoisonnement ou de maltraitance volontaire. Son état de stress semblait cohérent avec celui d'un chien ayant vécu un événement traumatisant. Sylvie Mercier sombra rapidement dans une dépression profonde. La jeune mère, déjà fatiguée par les nuits blanches avec le bébé, ne dormait plus du tout depuis la disparition d'Antoine. Elle passait ses journées assise près de la fenêtre de la cuisine, scrutant la rue dans l'espoir impossible de voir son fils rentrer. Émilie, le bébé, semblait ressentir le stress ambiant et pleurait de plus en plus souvent. Claude Mercier, lui, canalisa son angoisse dans une participation active aux recherches. Il prit un congé sans solde et consacra tout son temps à arpenter les forêts environnantes, à coller des affiches dans toute la région et à contacter tous les organismes susceptibles de l'aider. Il établit même une permanence téléphonique à son domicile, espérant recevoir des informations de personnes qui auraient pu apercevoir Antoine. La presse locale s'empara rapidement de l'affaire. Le Dauphiné libéré consacra sa une du 15 octobre à la disparition du petit Antoine, publiant sa photo de classe et lançant un appel à témoins. Cette médiatisation eut un effet double. Elle sensibilisa la population à la recherche de l'enfant, mais elle attira aussi son lot de faux témoignages et de pistes fantaisistes qui compliquèrent le travail des enquêteurs. Après 2 semaines de recherches intensives, les autorités élargirent le périmètre d'investigation. Des battues furent organisées dans les massifs montagneux environnants, avec l'aide de spéléologues, qui explorèrent les grottes naturelles de la région. L'hypothèse d'un accident grave devenait de plus en plus probable. Antoine aurait pu chuter dans un ravin, se perdre en forêt, ou être victime d'une avalanche précoce. Mais aucune de ces recherches ne donna de résultat. Antoine Mercier semblait avoir disparu de la surface de la Terre, ne laissant derrière lui qu'un chien traumatisé et une famille dévastée par l'incompréhension et la douleur. Au bout d'1 mois, l'enquête active fut officiellement suspendue, faute d'éléments nouveaux. Le dossier resta ouvert, mais les effectifs furent redéployés sur d'autres affaires. Cette décision, bien que compréhensible d'un point de vue opérationnel, fut vécue comme un abandon par la famille Mercier. Les années qui suivirent furent particulièrement difficiles pour la famille. Sylvie Mercier ne se remit jamais complètement de la perte de son fils aîné. Elle développa une anxiété chronique qui l'empêchait de laisser Émilie sortir seule, même pour aller à l'école. La fillette grandit dans une atmosphère surprotectrice qui marqua profondément sa personnalité. Claude Mercier tenta de maintenir une façade de normalité, mais ses collègues remarquèrent qu'il avait perdu sa joie de vivre. Il continuait mécaniquement son travail au garage, mais ses pensées étaient ailleurs, toujours obsédé par la question lancinante. Que s'était-il passé ce soir-là dans le parc? Rémi, le chien d'Antoine, vécut plusieurs mois dans un état de dépression évident. L'animal refusait de manger normalement et passait ses journées couché près de la porte d'entrée, comme s'il attendait le retour de son jeune maître. Il fallut plusieurs mois de patience et d'attention pour qu'il retrouve un comportement plus normal, sans jamais retrouver complètement sa vitalité d'antan. La communauté anécoise fut également profondément marquée par cette disparition. Le parc Charles-Bosson, autrefois lieu de promenade familiale apprécié, était désormais évité par de nombreux habitants. Les parents resserrèrent la surveillance de leurs enfants et une atmosphère de méfiance générale s'installa dans ce quartier jusque-là réputé pour sa tranquillité. Madame Fournier, l'institutrice d'Antoine, garda longtemps sa place vide dans la classe, espérant secrètement le voir réapparaître un matin comme si rien ne s'était passé. Elle organisa plusieurs collectes de fonds pour aider la famille Mercier et finança l'impression de milliers d'affiches qui furent distribuées dans toute la région Rhône-Alpes. Les autorités locales prirent également des mesures préventives. L'éclairage du parc Charles-Bosson fut renforcé. Des rondes de police furent organisées plus régulièrement et une campagne de sensibilisation fut lancée dans les écoles sur les règles de sécurité à respecter. Mais malgré tous ces efforts,
Le mystère de la disparition d'Antoine Mercier restait entier. Aucune piste sérieuse n'émergea au cours des années suivantes. Le garçon était devenu l'un de ces enfants disparus dont le visage orne les avis de recherche jaunis par le temps, symbole de drames familiaux que rien ne peut effacer. En 2004, 10 ans après la disparition, la famille Mercier organisa une cérémonie commémorative en mémoire d'Antoine. Cette initiative, soutenue par toute la communauté locale, permit de raviver l'attention sur cette affaire non résolue et de relancer un appel à témoins. Mais là encore, aucun élément nouveau ne surgit. Émilie Mercier, devenue adolescente, grandissait avec le poids de ce frère fantôme qu'elle n'avait pas eu le temps de connaître. Ses parents lui avaient raconté Antoine, montré des photos, décrit sa personnalité, mais elle ne gardait aucun souvenir personnel de lui. Cette situation créait en elle un sentiment étrange, mélange de curiosité et de culpabilité de vivre la vie qu'Antoine n'avait pas pu avoir. La jeune fille développa une passion pour le journalisme d'investigation, sans doute influencée inconsciemment par l'affaire de son frère. Elle excellait dans ses études et envisageait de faire carrière dans les médias, avec l'espoir secret de pouvoir un jour élucider des mystères comme celui qui hantait sa famille. En 2010, 16 ans après la disparition, Émilie entama des études de journalisme à Lyon. Elle profita de ses cours sur l'investigation pour approfondir ses connaissances sur les techniques d'enquête modernes et les nouvelles technologies qui permettaient parfois de résoudre de vieilles affaires classées. Cette formation allait s'avérer providentiellement utile quelques années plus tard, quand un hasard extraordinaire permettrait enfin de percer le mystère qui rongeait la famille Mercier depuis plus de 2 décennies. L'année 2018 marqua un tournant inattendu dans l'affaire Antoine Mercier. Émilie, désormais âgée de 24 ans, venait de terminer son master en journalisme d'investigation à l'université Lyon 2 et effectuait un stage au sein de la rédaction de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Sa première mission consistait à travailler sur un reportage spécial consacré aux enfants disparus dans la région, à l'occasion de la Journée internationale des enfants disparus du 25 mai. Le projet, initié par la rédactrice en chef, Sophie Moreau, visait à relancer l'intérêt du public pour plusieurs affaires non résolues datant des années 1990 et 2000. L'objectif était double: sensibiliser l'opinion publique à cette problématique sociale et, peut-être, susciter de nouveaux témoignages grâce à la diffusion télévisuelle. Émilie avait proposé d'inclure l'affaire de son frère Antoine dans ce reportage, mais elle s'était heurtée aux réticences de sa hiérarchie. Sophie Moreau craignait qu'un conflit d'intérêts ne nuise à l'objectivité journalistique nécessaire. Après de longues discussions, un compromis fut trouvé. Émilie pourrait participer à la recherche documentaire, mais le reportage sur Antoine serait réalisé par un autre journaliste de l'équipe. Le travail de documentation s'avéra passionnant pour la jeune femme. Elle éplucha les archives de presse, consulta les dossiers de gendarmerie accessibles au public et interviewa plusieurs acteurs de l'époque encore en vie. Cette démarche lui permit de redécouvrir l'affaire de son frère sous un angle plus professionnel et détaché. Au cours de ses recherches, Émilie découvrit des détails qu'elle ignorait jusqu'alors. Elle apprit notamment que les enquêteurs avaient sérieusement envisagé la piste d'un réseau pédophile opérant dans la région, mais qu'aucun élément concret n'avait permis d'étayer cette hypothèse. Elle découvrit aussi que plusieurs témoignages non vérifiés mentionnaient la présence d'un homme suspect près du parc les jours précédant la disparition. Le 15 juin 2018, l'équipe de France 3 se rendit à Annecy pour tourner les séquences du reportage. Émilie accompagna le journaliste Pierre Dumont et le caméraman dans leurs déplacements, servant d'assistante et de guide local. Ils visitèrent le parc Charles Bosson, rencontrèrent d'anciens témoins et filmèrent la maison familiale où ses parents vivaient encore. L'après-midi fut consacré à une séquence dans les locaux de l'hôpital d'Annecy, où l'équipe souhaitait interviewer le docteur Michel Fabre, ancien chef des urgences en 1994. Le médecin,
maintenant retraité mais encore actif comme bénévole, avait accepté de témoigner sur les procédures d'accueil des enfants en détresse à l'époque. L'hôpital d'Annecy avait considérablement évolué depuis 1994. De nouveaux bâtiments avaient été construits. Les anciens services réorganisés et l'établissement s'était modernisé pour répondre aux besoins croissants de la population locale. Cependant, certaines parties historiques du complexe hospitalier avaient été préservées, notamment l'ancien pavillon pédiatrique datant des années 1960. C'est dans ce pavillon, transformé en bureaux administratifs, que devait se dérouler l'interview du docteur Fabre. En attendant l'arrivée du médecin, retardé par un embouteillage, l'équipe de télévision décida d'effectuer quelques plans de coupe dans les couloirs pour illustrer le reportage. Émilie, qui explorait les lieux avec curiosité, remarqua qu'une partie du couloir était décorée d'anciennes photographies en noir et blanc, retraçant l'histoire de l'établissement. Ces clichés, datant des années 1970 à 1990, montraient de l'évolution de l'hôpital, ses équipes médicales et quelques moments marquants de son histoire. En examinant attentivement ces photos, la jeune femme s'arrêta soudain devant l'une d'entre elles, datée du 15 octobre 1994. Le cliché, pris par un photographe local pour illustrer un article sur les nouvelles procédures d'urgence pédiatrique, montrait une chambre de l'ancien service des enfants avec plusieurs lits occupés. Au premier plan, on distinguait clairement un lit où reposait un garçon d'une dizaine d'années, le crâne bandé, apparemment inconscient. L'enfant était brun, de corpulence mince, et présentait des traits qui rappelaient étrangement ceux d'Antoine. Mais ce qui fit battre le cœur d'Émilie, c'est qu'elle reconnut immédiatement le pull rouge que portait le garçon sur la photo. Ce pull rouge en laine, elle l'avait vu des centaines de fois dans les affaires conservées d'Antoine. Ses parents l'avaient gardé précieusement dans l'armoire de leur fils, avec tous ses autres vêtements, comme un sanctuaire de sa mémoire. Émilie se souvenait parfaitement de ce tricot particulier, car sa mère lui avait raconté qu'elle l'avait tricoté elle-même pour Antoine quelques semaines avant sa disparition. La jeune femme appela immédiatement Pierre Dumont et lui montra la photographie. Le journaliste expérimenté comprit instantanément l'importance potentielle de cette découverte. Si l'enfant sur la photo était bien Antoine, cela signifiait qu'il avait été admis à l'hôpital le 15 octobre 1994, soit 3 jours après sa disparition, dans un état nécessitant des soins d'urgence. L'équipe décida de suspendre le tournage prévu et de se concentrer sur cette piste inattendue. Pierre Dumont contacta immédiatement la direction de l'hôpital pour obtenir l'autorisation de consulter les archives médicales de cette période. Émilie, de son côté, téléphona à ses parents pour leur décrire sa découverte et leur demander de venir identifier formellement le pull rouge sur la photographie. Claude et Sylvie Mercier arrivèrent à l'hôpital moins d'1 heure plus tard, accompagnés de Rémi, désormais âgé, mais toujours fidèle à la famille. Quand Sylvie Mercier vit la photographie, elle s'effondra littéralement. Il n'y avait aucun doute possible. Le pull rouge tricoté main, avec son motif de cerre particulier au niveau de la poitrine, était bien celui qu'elle avait confectionné pour Antoine. Mais comment était-ce possible ? Comment leur fils avait-il pu se retrouver à l'hôpital sans qu'ils en soient informés? Et surtout, que lui était-il arrivé pendant ces 3 jours d'absence entre sa disparition et cette hospitalisation? La direction de l'hôpital, consciente de l'importance de la situation, accepta exceptionnellement d'ouvrir les archives médicales de la période concernée. Le docteur Fabre, finalement arrivé, se joignit aux recherches avec l'empressement d'un homme qui sentait qu'un mystère vieux de 24 ans était sur le point d'être élucidé. Les dossiers de patients du 15 octobre 1994 révélèrent une information stupéfiante. Un enfant de sexe masculin, âgé d'environ 9 ans, avait effectivement été admis aux urgences pédiatriques ce jour-là, vers 14 heures. Le garçon présentait un traumatisme crânien sévère et était dans un état comateux à son arrivée. Mais le plus troublant, c'est que cet enfant était enregistré sous le nom de Paul Delattre, accompagné d'un homme de 45 ans environ, qui s'était présenté comme son oncle, Michel Delattre. Selon le dossier,
L'homme avait expliqué au personnel médical que l'enfant était tombé d'un arbre dans leur propriété familiale et qu'il l'amenait d'urgence pour des soins. Le docteur Fabre se souvenait vaguement de ce cas. Il expliqua à l'équipe que l'état de l'enfant était critique à son arrivée. Traumatisme crânien avec œdème cérébral, nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence. L'opération avait été réalisée par le neurochirurgien de garde, le docteur Bernard Lenoir, et avait duré plusieurs heures. Pendant l'intervention, l'homme qui accompagnait l'enfant avait fourni tous les documents administratifs nécessaires, carte d'identité, livret de famille, attestation d'assurance maladie. Tous ces papiers semblaient en règle et ne soulevaient aucun soupçon particulier chez le personnel hospitalier concentré sur l'urgence médicale. Le dossier indiquait que l'enfant était resté hospitalisé pendant 6 jours, du 15 au 21 octobre 1994. Durant cette période, il avait graduellement repris connaissance, mais présentait des symptômes d'amnésie post-traumatique importants. Il ne se souvenait ni de son nom réel, ni des circonstances de son accident, ni de sa vie antérieure. Cette amnésie était cohérente avec le type de traumatisme qu'il avait subi. Le docteur Lenoir, consulté téléphoniquement par l'équipe, confirma que ce genre de perte de mémoire était fréquent après un tel choc cérébral et pouvait durer plusieurs mois, voire devenir définitive dans certains cas. Le 21 octobre 1994, Paul Delattre était sorti de l'hôpital en compagnie de son prétendu oncle Michel Delattre. Les médecins avaient prescrit un suivi neurologique régulier et recommandé un environnement calme pour favoriser la récupération de l'enfant. L'homme avait assuré qu'il s'occuperait personnellement de tous ses soins. Cette découverte bouleversait complètement la compréhension de l'affaire. Antoine n'avait donc pas disparu mystérieusement. Il avait été victime d'un accident grave, puis adopté par un inconnu qui avait profité de son amnésie pour lui créer une nouvelle identité. Mais qui était ce mystérieux Michel Delattre et pourquoi avait-il agi ainsi ? La découverte des dossiers médicaux déclencha une activité fébrile. Pierre Dumont contacta immédiatement la gendarmerie d'Annecy pour signaler ces nouveaux éléments. Le commandant Patrick Roussel, successeur du commandant Garnier parti à la retraite, rouvrit officiellement le dossier Antoine Mercier et lança une enquête approfondie sur l'identité de Michel Delattre. Les premiers éléments furent décourageants. Les documents d'identité présentés en 1994 s'avérèrent être des faux particulièrement bien exécutés. L'adresse indiquée correspondait à un appartement vacant depuis plusieurs mois, et aucun Michel Delattre né à la date mentionnée n'existait dans les registres d'état civil français. L'homme avait manifestement préparé minutieusement son imposture. Il connaissait parfaitement les procédures hospitalières et avait fourni tous les documents nécessaires sans éveiller le moindre soupçon. Cette préparation suggérait soit un professionnel de l'escroquerie, soit quelqu'un ayant des connaissances approfondies du système administratif français. Les gendarmes retrouvèrent et interrogèrent tous les membres du personnel hospitalier encore en vie qui avaient été en contact avec Michel Delattre en 1994. Leurs souvenirs convergeaient vers le portrait d'un homme d'apparence respectable, bien habillé, s'exprimant avec un accent du sud de la France. Il semblait sincèrement inquiet pour l'enfant et donnait l'impression d'un oncle aimant confronté à une situation dramatique. Infirmière en chef du service pédiatrique à l'époque, Madame Jacqueline Moreau se souvenait particulièrement bien de cet homme. Elle le décrivait comme quelqu'un de très attentionné envers l'enfant, passant de longues heures à son chevet et parlant doucement à l'oreille du garçon pendant son coma. Cette attitude avait touché le personnel soignant et n'avait soulevé aucune suspicion. Mais un détail troublant émergea des témoignages. Plusieurs soignants se rappelaient que Michel Delattre posait beaucoup de questions sur l'amnésie de l'enfant. Il voulait savoir si ses souvenirs reviendraient, dans quel délai, et quel type de stimuli pourrait favoriser leur retour. Ces questions, présentées comme l'inquiétude naturelle d'un proche, prenaient un sens très différent à la lumière des nouvelles révélations. L'enquête se tourna ensuite vers les circonstances de l'accident initial. Si Antoine avait été hospitalisé le 15 octobre avec un traumatisme crânien, l'accident avait donc eu lieu entre le 12 octobre au soir, date de sa disparition du parc, et le 15 octobre à 14 heures, heure d'admission aux urgences.
Que s'était-il passé pendant ces 3 jours? Les gendarmes retournèrent au parc Charles-Bosson et dans ses environs pour réexaminer tous les lieux où Antoine aurait pu chuter et se blesser gravement. Cette recherche, menée avec les moyens techniques de 2018, révéla plusieurs détails qui avaient échappé aux investigations de 1994. À environ 500 mètres du parc, dans une zone boisée peu fréquentée, les enquêteurs découvrirent les vestiges d'une ancienne cabane de chantier abandonnée depuis les années 1980. Le sol autour de cette construction présentait des traces de sang séché, invisibles à l'œil nu mais révélées par les tests luminoles. Des analyses ADN furent immédiatement ordonnées. Pendant que les preuves scientifiques étaient analysées, Émilie Mercier menait sa propre enquête parallèle. Forte de sa formation de journaliste, elle éplucha tous les annuaires téléphoniques de la région pour retrouver d'éventuelles traces d'un Michel Delattre. Ses recherches la menèrent vers une piste inattendue. En consultant les archives de la Dépêche du Midi, un quotidien toulousain, elle découvrit qu'un Michel Delattre avait fait l'objet d'un article de presse en 1989. L'homme, alors âgé de 40 ans, était présenté comme un ancien instituteur devenu éducateur spécialisé dans un foyer pour enfants en difficulté près de Toulouse. L'article mentionnait sa passion pour l'aide aux mineurs en détresse et son engagement associatif. Cette découverte orientait l'enquête vers une piste encore plus troublante. Et si Michel Delattre n'était pas un opportuniste ayant profité d'un accident, mais quelqu'un ayant délibérément provoqué cet accident dans un but précis? L'hypothèse d'un enlèvement prémédité avec création d'une nouvelle identité pour l'enfant prenait forme. Émilie contacta immédiatement les autorités toulousaines pour obtenir des informations sur ce Michel Delattre. La réponse fut stupéfiante. L'homme avait effectivement travaillé comme éducateur spécialisé dans plusieurs institutions de la région entre 1985 et 1993, avant de disparaître brutalement sans laisser d'adresse. Ses employeurs l'avaient signalé comme parti sans préavis en décembre 1993. Plus troublant encore, les archives de la gendarmerie de Haute-Garonne révélaient que Michel Delattre avait fait l'objet d'une enquête préliminaire en 1993, suite à des soupçons de comportement inapproprié envers les enfants dont il s'occupait. L'enquête avait été classée sans suite, faute de preuves tangibles, mais plusieurs familles avaient porté plainte contre lui. Ces éléments dessinaient le portrait d'un prédateur potentiel qui aurait quitté Toulouse pour échapper aux soupçons, puis se serait installé dans la région d'Annecy où il aurait repéré Antoine. L'accident dans la cabane abandonnée pourrait avoir été le résultat d'une tentative d'enlèvement qui avait mal tourné. Mais la question cruciale demeurait: où était Antoine maintenant? S'il avait survécu à ses blessures et grandi sous l'identité de Paul Delattre, il devait être âgé de 33 ans en 2018. Vivait-il encore avec son oncle? Avait-il retrouvé la mémoire? Était-il au courant de sa véritable identité? Les résultats des analyses ADN du sang trouvé dans la cabane tombèrent comme un coup près. Il s'agissait bien du sang d'Antoine Mercier, confirmé par comparaison avec l'ADN de ses parents. Cette preuve scientifique établissait définitivement que l'enfant avait été blessé dans ce lieu isolé, loin du parc où il jouait habituellement. L'étau se resserrait autour de Michel Delattre, mais l'homme restait introuvable. Les gendarmes lancèrent un avis de recherche nationale et diffusèrent son signalement de 1994 dans tous les médias. C'est alors qu'un témoignage capital parvint aux enquêteurs. Une ancienne infirmière de l'hôpital d'Annecy, Brigitte Lemaire, contacta la gendarmerie après avoir vu le reportage télévisé. Elle se souvenait parfaitement de Michel Delattre et de l'enfant Paul. Mais elle révéla un détail crucial. Peu avant sa sortie de l'hôpital, elle avait surpris une conversation téléphonique de l'homme où il mentionnait une nouvelle vie en Bretagne et un travail dans une école privée. Cette information relança immédiatement l'enquête. Les gendarmes contactèrent leurs collègues bretons et lancèrent des recherches dans tous les établissements scolaires privés de la région.
Il s'intéressait particulièrement aux instituteurs ou éducateurs arrivés vers novembre 1994 et accompagnés d'un enfant présenté comme leur neveu. La piste bretonne porta ses fruits plus rapidement que prévu. Le 3 juillet 2018, la gendarmerie de Quimper signala qu'un certain Michel Delacroix avait été employé comme instituteur suppléant dans une école primaire privée de Pont-Aven de novembre 1994 à juin 2010. L'homme était arrivé avec un enfant d'une dizaine d'années qu'il présentait comme son neveu orphelin, Paul Delacroix. Les ressemblances entre Michel Delattre et Michel Delacroix étaient troublantes. Même âge approximatif, même profession, même situation familiale déclarée. Les autorités bretonnes transmirent immédiatement une photo d'identité de Michel Delacroix prise lors de son embauche en 1994. Malgré les années écoulées, plusieurs membres du personnel hospitalier d'Annecy reconnurent formellement l'homme qui accompagnait Paul en octobre 1994. Mais la découverte la plus bouleversante était encore à venir. Les enquêteurs apprirent que Paul Delacroix, désormais âgé de 33 ans, travaillait comme technicien informatique dans une entreprise de Quimper. Il vivait seul depuis 2010, après la mort de Michel Delacroix d'un cancer du poumon. L'homme avait toujours cru être orphelin, recueilli par son oncle, après la mort de ses parents, dans un accident de voiture. Le commandant Roussel prit la décision délicate de se rendre en Bretagne pour rencontrer Paul Delacroix. Cette confrontation promettait d'être particulièrement éprouvante. Comment annoncer à un homme de 33 ans qu'il avait vécu toute sa vie sous une fausse identité et que sa vraie famille le cherchait depuis 24 ans? Le 8 juillet 2018, une délégation composée du commandant Roussel, d'un psychologue spécialisé et d'Émilie Mercier, en tant que représentante de la famille, se rendit à Quimper. Ils rencontrèrent Paul Delacroix dans les locaux de la gendarmerie locale, dans un cadre aussi bienveillant que possible, compte tenu des circonstances. Paul Delacroix était un homme de taille moyenne, aux cheveux châtains légèrement grisonnants, qui présentait une ressemblance frappante avec Claude Mercier au même âge. Ses yeux bruns et son sourire timide rappelaient immédiatement le petit Antoine des photographies de famille, mais il était évident qu'il ne gardait aucun souvenir de sa vie antérieure. L'annonce de sa véritable identité provoqua chez Paul un choc psychologique considérable. Il refusa d'abord de croire cette révélation, accusant les gendarmes de se tromper ou de lui jouer un mauvais tour. Il évoqua ses souvenirs d'enfance avec Michel Delacroix, l'homme qu'il considérait comme son oncle et qu'il avait élevé avec affection. « Mon oncle Michel m'a toujours dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans, répétait-il avec insistance. Il m'a montré leurs photos, il m'a raconté leur histoire. Je n'ai jamais eu de raison de douter de sa parole. C'était un homme bon qui a sacrifié sa vie pour m'élever. » Émilie Mercier, profondément émue de retrouver son frère après tant d'années, tenta de réveiller ses souvenirs en lui montrant des photographies de famille et en évoquant des détails de leur enfance commune. Mais Paul restait imperméable à ces stimuli. Son amnésie post-traumatique semblait avoir définitivement effacé ses 8 premières années de vie. Le psychologue expliqua que cette amnésie rétrograde était cohérente avec le traumatisme crânien subi par Antoine. Le cerveau avait en quelque sorte réinitialisé sa mémoire pour se protéger du choc physique et psychologique. La nouvelle identité construite par Michel Delattre s'était superposée aux souvenirs perdus, créant une personnalité alternative parfaitement cohérente. Cependant, un détail troublant émergea de l'interrogatoire de Paul. Il évoqua des cauchemars récurrents qu'il faisait depuis l'enfance. Il se voyait courir dans une forêt avec un chien noir et blanc poursuivi par une silhouette menaçante. Ses rêves l'avaient hanté pendant des années sans qu'il puisse les expliquer. Cette description correspondait parfaitement aux circonstances de l'enlèvement d'Antoine. Le chien noir et blanc était évidemment Rémi, et la silhouette menaçante devait être Michel Delattre. Le subconscient de Paul avait conservé la trace de ce trauma initial, même si sa conscience l'avait complètement occulté. Les enquêteurs fouillèrent l'appartement de Paul à la recherche d'indices sur Michel Delacroix.
Ils découvrirent une malle contenant des effets personnels de l'homme décédé, dont un journal intime rédigé entre 1994 et 2010. Ce document révéla la vérité complète sur l'enlèvement d'Antoine et les motivations de son ravisseur. Michel Delattre, de son vrai nom Michel Delacroix, il avait utilisé un faux nom à Toulouse pour échapper aux enquêtes, était effectivement un pédophile qui avait fui la région toulousaine après les soupçons portés contre lui. Il s'était installé à Annecy avec l'intention de recommencer ses méfaits, mais dans un environnement où personne ne le connaissait. Son journal révélait qu'il avait repéré Antoine plusieurs semaines avant l'enlèvement, observant ses habitudes et sa routine quotidienne. Il avait choisi cet enfant parce qu'il vivait dans un quartier tranquille, qu'il était souvent seul avec son chien, et qu'il présentait un profil psychologique discret qui ne risquait pas d'attirer l'attention. Le 12 octobre 1994, Delacroix avait attiré Antoine vers la cabane abandonnée, en prétextant avoir trouvé un chien blessé qui avait besoin d'aide. L'enfant, inquiet pour Rémi qui l'accompagnait, avait suivi l'homme sans méfiance. C'est dans cette cabane que Delacroix avait tenté d'abuser d'Antoine. Mais l'enfant s'était débattu violemment, provoquant une chute qu'il avait projetée contre une poutre métallique. Le traumatisme crânien était immédiat et grave. Rémi, affolé, avait attaqué Delacroix avant de s'enfuir vers la maison des Merciers pour donner l'alerte. Delacroix s'était retrouvé avec un enfant inconscient sur les bras. Pris de panique à l'idée d'être découvert et accusé de tentative de viol et de coups et blessures, il avait gardé Antoine caché dans la cabane pendant 3 jours, soignant tant bien que mal ses blessures avec des moyens de fortune. Voyant que l'état de l'enfant empirait et craignant sa mort, Delacroix avait finalement décidé de l'emmener à l'hôpital. Mais plutôt que d'avouer la vérité, il avait choisi de se faire passer pour son oncle en utilisant de faux papiers préparés à l'avance pour ses activités illégales. Quand j'ai vu que Paul ne se souvenait de rien à son réveil, j'ai compris que le destin me donnait une seconde chance, écrivait-il dans son journal. J'ai réalisé que je pourrais être pour lui le père, que je n'avais jamais pu être légalement. J'ai décidé de changer de vie et de me consacrer entièrement à son bonheur. Le plus troublant dans ce témoignage posthume, c'est que Delacroix semblait sincèrement convaincu d'avoir sauvé Antoine en lui offrant une nouvelle vie. Il décrivait avec émotion les années passées à élever l'enfant, ses progrès scolaires, ses premiers amours, ses réussites professionnelles. Il affirmait avoir renoncé à ses pulsions pédophiles par amour pour Paul et ne l'avoir jamais touché de manière inappropriée. Cette révélation créa un dilemme psychologique majeur pour Paul Delacroix. L'homme qu'il avait aimé comme un père pendant 24 ans était en réalité son ravisseur, mais aussi celui qui l'avait sauvé des conséquences de son propre crime. Comment intégrer cette contradiction dans sa construction mentale? La révélation de la véritable identité de Paul Delacroix, Antoine Mercier, déclencha un processus de reconstruction familiale d'une complexité exceptionnelle. Pour la première fois depuis 24 ans, les parents de l'enfant disparu allaient revoir leur fils, mais cet homme de 33 ans n'était plus l'enfant qu'ils avaient perdu et ne gardait aucun souvenir d'eux. La première rencontre entre Paul et ses parents biologiques eut lieu le 15 juillet 2018 dans un centre médico-psychologique de Quimper, en présence de spécialistes en traumatologie familiale. Claude et Sylvie Mercier, âgés respectivement de 66 et 62 ans, découvrirent avec émotion le visage adulte de leur fils perdu, où ils retrouvaient des traits familiers mêlés à ceux d'un inconnu. Paul Delacroix vécut cette rencontre comme un bouleversement total de son existence. Malgré les preuves ADN irréfutables et les témoignages convergents, une partie de lui refusait encore d'accepter cette nouvelle réalité. Il voyait dans Claude Mercier une version vieillie de lui-même, reconnaissait dans le sourire de Sylvie quelque chose de familier, mais ses sensations restaient purement intellectuelles, sans résonance émotionnelle. Émilie joua un rôle crucial dans ce processus de reconnexion. Étant la seule de la fratrie à avoir grandi avec la connaissance d'Antoine, elle servit de pont entre le passé et le présent. Elle raconta à Paul l'histoire de sa disparition, l'impact sur la famille, les années de recherche et la façon dont son fantôme avait hanté leur existence.
Le plus surprenant fut la réaction de Rémi, désormais âgé de 26 ans et affaibli par l'âge. Quand Paul entra dans la maison familiale d'Annecy pour la première fois depuis 1994, le vieux chien, pourtant quasiment aveugle et sourd, manifesta une agitation extraordinaire. Il se dirigea directement vers Paul, le renifla longuement, puis se coucha à ses pieds avec un gémissement qui ressemblait à un sanglot. Cette reconnaissance instinctive troubla profondément Paul et constitua le premier élément émotionnel de ses retrouvailles familiales. L'adaptation de Paul à sa nouvelle identité nécessita un accompagnement psychologique intensif. Le docteur Catherine Blanc, psychiatre spécialisée dans les troubles de l'identité, expliqua que le cas de Paul était unique dans la littérature médicale. Il s'agissait de la première fois qu'une personne devait intégrer simultanément la révélation de son enlèvement, la découverte de sa vraie famille et la remise en question de toute sa construction personnelle. Paul doit faire le deuil de l'homme qu'il croyait être tout en apprenant à devenir celui qu'il était destiné à être, expliquait le docteur Blanc. C'est un processus d'une complexité psychologique extrême qui peut prendre des années. Progressivement, Paul commença à manifester de l'intérêt pour son histoire familiale. Il questionna ses parents sur l'enfant qu'il avait été, consulta ses anciens cahiers d'école conservés dans sa chambre, restés intacts, et tenta de reconstituer sa personnalité d'avant l'accident. Cette démarche fut facilitée par la découverte de ses dessins d'enfant, qui révélaient un talent artistique qu'il avait conservé à l'âge adulte sans en connaître l'origine. Un élément déterminant dans son processus d'acceptation fut la lecture des lettres que ses parents lui avaient écrites chaque année pour son anniversaire depuis sa disparition. Ces messages, conservés dans l'espoir qu'il les lirait un jour, témoignaient d'un amour inconditionnel qui avait traversé les décennies. Paul fut particulièrement touché par la constance de cet amour et par la foi inébranlable de ses parents en son retour. La révélation publique de l'affaire eut un retentissement considérable dans les médias français et internationaux. L'histoire d'Antoine Mercier, Paul Delacroix, devint un cas d'étude pour les spécialistes de l'enlèvement d'enfants et de la reconstruction identitaire. Le reportage initial de France 3, complété par les révélations sur l'identité de Paul, fut diffusé en prime time et obtint des audiences exceptionnelles. Cette médiatisation permit de sensibiliser l'opinion publique aux techniques modernes de recherche des personnes disparues et à l'importance de ne jamais abandonner les investigations, même après de nombreuses années. L'affaire contribua aussi à renforcer les protocoles hospitaliers d'identification des enfants en détresse et à améliorer la formation du personnel médical pour détecter les situations suspectes. Paul prit la difficile décision de changer légalement de nom pour redevenir Antoine Mercier, tout en conservant Paul comme deuxième prénom en mémoire de l'homme qu'il avait été pendant 24 ans. Cette démarche symbolique marquait sa volonté de réconcilier ces deux identités plutôt que de renier complètement son passé. 6 mois après les révélations, Paul-Antoine accepta de s'installer temporairement à Annecy pour approfondir sa reconnexion avec sa famille d'origine. Il prit un congé sabbatique de son travail et consacra cette période à redécouvrir sa ville natale, ses racines, et à construire une relation avec ses parents et sa sœur. Cette cohabitation ne fut pas sans difficulté. Les habitudes, les goûts et les références culturelles de Paul différaient considérablement de ceux de la famille Mercier. Il avait grandi dans un environnement breton, avec d'autres traditions, d'autres paysages et d'autres influences. Retrouver sa famille biologique ne signifiait pas automatiquement retrouver sa place au sein de cette famille. Cependant, des liens progressivement se tissèrent. Paul-Antoine redécouvrit avec plaisir les paysages alpins de son enfance, développa une complicité avec Émilie basée sur leur passion commune pour l'investigation, et apprit à apprécier la tendresse maladroite de ses parents qui tentèrent de rattraper 24 années de séparation. Le plus symbolique fut le jour où Paul-Antoine accepta de retourner au parc Charles-Bosson, lieu de sa disparition. Accompagné de toute sa famille et du vieux Rémi, il se recueillit sur le banc où sa mère venait s'asseoir chaque année le 12 octobre pour penser à lui.
Ce moment marqua véritablement son acceptation de son histoire et de sa double identité. L'enquête judiciaire sur Michel Delacroix fut classée sans suite en raison du décès du principal suspect. Cependant, les autorités françaises transmirent le dossier à leurs homologues européens pour vérifier si d'autres enfants n'avaient pas été victimes de cet homme au cours de sa carrière d'éducateur. Cette investigation révéla l'existence de 3 autres cas suspects dans le sud de la France, mais aucune preuve formelle ne put être établie. La famille Mercier créa une association d'aide aux familles d'enfants disparus, utilisant la notoriété de leur affaire pour soutenir d'autres parents confrontés à des situations similaires. Paul-Antoine devint le porte-parole de cette organisation, témoignant régulièrement de son expérience pour encourager les familles à ne jamais perdre espoir. 2 ans après les révélations, Paul-Antoine épousa Claire Moreau, une psychologue qu'il avait rencontrée pendant sa thérapie et qui l'avait accompagnée dans sa reconstruction identitaire. Leur mariage, célébré à Annecy en présence des 2 familles, biologiques et bretonnes, symbolisa sa réconciliation avec ces 2 vies et son choix d'assumer pleinement son histoire complexe. Le couple s'installa définitivement à Annecy, où Paul-Antoine créa sa propre entreprise de services informatiques. Il garda des contacts réguliers avec ses amis bretons, maintenant ainsi un lien avec les 24 années de sa vie sous l'identité de Paul Delacroix. Cette démarche témoignait de sa maturité psychologique et de sa capacité à intégrer harmonieusement ces 2 identités. En 2020, Claude et Sylvie Mercier devinrent grands-parents quand Claire donna naissance à des jumeaux prénommés Antoine et Michel. Ce dernier prénom choisi en mémoire de l'homme qui, malgré ses fautes, avait élevé leur fils avec amour. Ce choix surprenant témoignait de la complexité des sentiments de Paul-Antoine envers son ravisseur et de sa capacité à pardonner sans oublier. Rémi s'éteignit paisiblement en 2021, à l'âge de 27 ans, entouré de toute la famille Mercier. Le vieux chien avait vécu assez longtemps pour voir le retour de son jeune maître et assister à la naissance des jumeaux. Paul-Antoine organisa des funérailles émouvantes pour son fidèle compagnon, reconnaissant le rôle crucial que Rémi avait joué dans sa vie. C'était grâce à son retour paniqué à la maison que l'alerte avait été donnée, et c'était grâce à sa reconnaissance instinctive que les premières émotions authentiques avaient ressurgi. L'affaire Antoine Mercier, Paul Delacroix, reste aujourd'hui un cas d'école dans les domaines de la criminologie, de la psychologie et des techniques d'investigation modernes. Elle illustre comment les progrès technologiques et la persévérance humaine peuvent permettre de résoudre des mystères vieux de plusieurs décennies, mais aussi comment la vérité peut être plus complexe et nuancée que les apparences ne le suggèrent. L'histoire de cette famille déchirée puis réunie pose des questions fondamentales sur l'identité, la mémoire et la définition de la famille. Paul-Antoine Mercier a appris que nous sommes tous le produit de nos expériences, bonnes et mauvaises, et que l'amour véritable peut transcender le temps, la distance et même l'oubli. Aujourd'hui, quand Paul-Antoine se promène dans le parc Charles-Bosson avec ses enfants, il repense parfois à ce jour d'octobre 1994 qui a basculé sa vie. Il ne regrette pas l'homme qu'il est devenu, car cette identité double lui a donné une perspective unique sur la fragilité et la force de l'existence humaine. Son histoire nous rappelle que même dans les circonstances les plus tragiques, l'espoir peut survivre, l'amour peut perdurer et la vérité peut finalement triompher. Cette affaire nous montre également l'importance de ne jamais abandonner les recherches d'un proche disparu. Si Émilie Mercier n'avait pas poursuivi ses investigations journalistiques, si elle n'avait pas remarqué cette photographie dans un couloir d'hôpital, Antoine serait peut-être resté Paul Delacroix pour le reste de sa vie, et ses parents seraient morts sans jamais savoir ce qui était arrivé à leur fils. L'histoire d'Antoine nous enseigne que les familles peuvent se reconstruire même après des décennies de séparation, que l'amour parental ne connaît pas de limites temporelles, et que l'identité humaine est suffisamment flexible pour intégrer même les révélations les plus bouleversantes. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque disparition se cache un drame humain complexe qui mérite compassion, patience
et détermination. Ce cas extraordinaire d'un garçon qui jouait avec son chien avant de disparaître et dont la véritable identité a été retrouvée des années plus tard grâce à une photographie oubliée, restera dans les annales comme un témoignage de l'incroyable capacité de résilience de l'âme humaine et de la force des liens familiaux. Il nous prouve que même quand tout semble perdu, il existe toujours une possibilité de retrouvailles, de pardon et de reconstruction. L'affaire Antoine Mercier nous montre comment un seul moment peut changer le cours de plusieurs vies à jamais, mais aussi comment l'amour, la persévérance et parfois le hasard peuvent permettre de réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Dans cette histoire où se mêlent drame et espoir, crime et rédemption, mensonge et vérité, nous trouvons finalement un message d'espoir. Il n'est jamais trop tard pour retrouver ceux que nous aimons, et l'amour véritable peut survivre à toutes les épreuves du temps. Qu'avez-vous pensé de cette histoire bouleversante? Aviez-vous imaginé que la vérité serait si complexe? Comment une photographie oubliée dans un couloir d'hôpital a-t-elle pu révéler un mystère vieux de 24 ans? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez ce type d'enquête sur des affaires mystérieuses et que vous voulez découvrir d'autres cas troublants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères de la vie réelle, car c'est en gardant vivante la mémoire de ces drames et de ces retrouvailles miraculeuses que nous pouvons continuer à espérer que d'autres familles séparées puissent un jour se retrouver.